Merci Jean-Pierre. Donc on m'a chargé d'animer la table ronde. Merci pour cette très belle présentation et l'ensemble de ces travaux réalisés. Alors comme tu as introduit, je vais reprendre le même plan que toi. Tu as introduit ta présentation par ton parcours. Peut-être puisque je pense qu'il y a des étudiants dans la salle, revenir sur cette singularité que constitue l'internat en pharmacie dans cette trajectoire d'un étudiant en pharmacie. Est-ce que tu peux nous réexpliquer différentes filières, comment tu as pu faire ton choix à l'époque? C'est peut-être des questions qui se posent dans la salle. Comment tu en es arrivé à passer l'internat? Comment arriver à passer le concours de l'internat qui est une épreuve en soi au-delà de la PACES? Comment tu as fait le choix après de faire un parcours axé recherche via la filière IPR? Et comment tu as réussi à accumuler, ça fait beaucoup de questions d'un coup, comment tu as réussi à accumuler à la fois le volet hospitalier dont tu as parlé et le volet recherche à travers d'une part ton Master 2, puis ensuite l'enchaînement avec une thèse de sciences? D'accord. Alors, donc effectivement, mes études de pharmacie ont commencé à Marseille. Et bon, bah, à l'époque, j'avais fait pharmacie pour être officinal. C'est vrai que c'était ça qui me plaisait. Et puis finalement, j'ai vu qu'il y avait des profs qui pouvaient faire de la recherche, etc. Et qui avaient la possibilité de passer un concours qui s'appelait l'internat. Donc ben, je me suis engagé dans l'internat. Et à l'époque, il y avait une filière qui s'appelait pharmacie spécialisée. C'était un peu l'ancêtre de ce qu'on appelle aujourd'hui l'innovation pharmaceutique et recherche, puisque c'était déjà une filière qui voulait prôner la recherche, ou en tout cas les parcours un petit peu en dehors des clous de la pharmacie hospitalière et de la biologie médicale. Donc recherche ou encore hygiène, épidémiologie, etc. Recherche clinique. Et du coup, bah, moi j'étais intéressé déjà par la chimie et je me suis dit, tiens, je vais faire un internat avec une composante hospitalière et une composante en chimie thérapeutique. Donc voilà, je me suis dirigé après donc à Caen parce que donc j'ai raté une première fois le concours et donc j'ai eu la deuxième fois et il s'est avéré que entre guillemets, un des meilleurs labos dans le nord de la France, puisque j'étais accepté qu'au nord, c'était le laboratoire du CERN à Caen. Et donc bah, c'est là que j'ai pris contact avec Monsieur d'Allemagne et que bah, on s'est mis d'accord pour commencer l'internat, etc. Dans cette filière toute neuve qui était IPR, parce que c'était la première fois qu'il y avait des IPR ici à Caen. Et donc à ce moment-là, je me suis un peu renseigné, enfin je m'étais déjà beaucoup renseigné sur les modalités de cet internat. Et effectivement, donc, au début, on a fait donc, une première année hospitalière. Donc là, c'était vraiment très orienté sur la pratique hospitalière. Donc à Bayeux, j'ai fait des chimiothérapies anticancéreuses avec participation à des réunions de concertation pluridisciplinaires pour donc choisir les chimiothérapies qui seraient appliquées à certains patients, même à tous les patients. Donc c'était ça le gros de l'activité, avec la préparation des cytotoxiques à l'hôpital. Et donc après une année à la pharmacie du CHU, donc avec Madame Olivier, pour faire des essais cliniques, 6 mois. Donc pendant ça, j'avais déjà choisi de faire un Master 2 après, parce que l'internat IPR, ça nous permet de faire après ça un Master 2. Sur une durée de 4 ans. Sur une durée de 4 ans normalement. Donc finalement, là, j'avais déjà fait une année hospitalière. Donc je me suis engagé dans ce Master 2 en chimie organique, puisqu'à l'époque, il n'y existait que le Master 2 de chimie organique à la faculté de sciences, qui était dirigé un petit peu par l'école d'ingénieurs. Et aujourd'hui, maintenant, il existe un Master 2 Drug Design qui rend possible... donc c'est un Master 2 qui privilégie vraiment tout ce qui est autour de la conception médicamenteuse, de la chimie à l'évaluation biologique, etc. Bref. Donc bah après, j'ai essayé de faire une première fois une année recherche, donc le dossier a été refusé. Et donc je me suis engagé quand même dans ma thèse de sciences en représentant un dossier d'année recherche, puisque c'est quand même des années qui sont difficiles à avoir, tout le monde doit le savoir. Et à l'époque c'était un peu facile, puisque quand je l'ai présenté, finalement à Caen, j'étais le seul à demander ça. C'était bingo. Et finalement donc j'ai pu finir ma thèse de sciences après. Donc en même temps, c'est vrai que vous l'avez vu, hein, la thèse d'exercice c'était le 1er décembre 2015 et la thèse d'université c'était le 16 décembre. Donc à 15 jours d'écart, c'était un peu compliqué.
Puis après, tu l'as pas précisé non plus. Et j'avais repris également mon année à l'hôpital, quoi. Ta thèse d'exercice, c'est aussi la validation formelle de ton DES par la co-validation de la thèse d'exercice, c'est ce qu'on appelle le mémoire de DES. C'est ça. Donc en fait, c'était, comme je l'ai écrit sur cette slide, finalement, un mémoire du diplôme d'études spécialisées, pardon, qui était donc qui faisait fonction de thèse pour le diplôme d'état de docteur en pharmacie. Donc en fait, j'avais choisi, enfin bon, je sais pas si je veux encore m'étaler, mais globalement, la thèse d'exercice était dédiée vraiment au curcuma et à la curcumine. Donc je ne vous ai pas présenté l'intégralité de la thèse d'exercice, parce que ça dure que 20 minutes, mais il y a des propos que j'ai dû enlever pour pouvoir faire la jonction avec la thèse d'université, qui elle était un peu plus compliquée et plus axée sur la neuroscience. Donc j'ai effectivement mis des propriétés de la curcumine dans ma thèse d'exercice qui étaient propres à la curcumine, et dans ma thèse d'université qui correspondait plus à... Enfin, j'ai développé le côté Alzheimer, etc. Ce que tu peux peut-être nous préciser au-delà du parcours, c'est la suite, c'est-à-dire la volonté derrière de cette filière. Oui. Alors du coup, c'est vrai que donc, la filière EPR, pour moi, c'était... on m'a toujours dit, en tout cas, avant que j'arrive ici, enfin bref, la possibilité de pouvoir mener à bien une carrière, en tout cas d'essayer d'arriver à une carrière hospitalo-universitaire. Et à la fin de ma thèse de sciences, je me suis dit qu'il faudrait pour ça que je retourne à l'hôpital. Donc il existait un concours au CHU de Caen qui s'appelle le concours de la médaille d'or. C'est propre à chaque CHU. Chaque CHU organise son concours comme il le veut. Et donc c'est des épreuves sur dossier, plus présentation d'un projet devant une commission, etc. Donc voilà, j'ai passé ce concours basé sur un projet médico-économique. Donc je m'étais rapproché de la pharmacie du CHU pour mener à bien une activité d'évaluation des pratiques de prescription et de l'analyse pharmaceutique qui coule derrière la prescription à l'hôpital. Donc je me suis réintégré finalement dans une thématique de pharmacie clinique et de médico-économie au sein du CHU. L'idée, comme vous l'aurez compris, c'est d'arriver à articuler une composante hospitalière avec une composante universitaire, axée à la fois sur une partie enseignement et sur une partie qui est parfaitement illustrée ce soir, d'une activité de recherche. Voilà, tout à fait. Alors après t'avoir asticoté sur ton parcours, on va revenir sur le fond de tes travaux. Peut-être préciser pour le public qui n'était peut-être pas au courant que la FDA, donc c'est l'équivalent de la NSM, c'est l'Agence américaine du médicament. Alors tu parles d'effectivement la reconnaissance de la curcumine comme grasse, hein, les substances reconnues comme sûres. Cette notion de grasse, elle est adossée à une voie et à une dose. Tu n'as pas précisé. Donc oui, c'est vrai. Donc je crois que c'est moins de 10 mg ou quelque chose comme ça. Ça a été testé sur sur plusieurs voies, toutes les voies. C'est jamais fait, mais donc là, c'est vraiment que pour ce qui est consommé par voie orale. Par voie orale. Donc liquide. Donc il y a beaucoup de liquides qui contiennent le E110, je crois, de la curcumine. Il y a beaucoup de moutarde, où vous verrez toujours E110, c'est souvent la curcumine également. Donc c'est ce genre de denrées alimentaires ou de plats culinaires, même cuisinés, qui ne doivent pas contenir plus de, je sais pas combien, je crois que c'est 10 mg par 100 g. Mais il n'y a pas d'autre voie, à ta connaissance, qui a été testée, parce que tu as parlé des possibilités de le développer par voie inhalée. Donc par voie inhalée, non, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas de data, enfin il n'y a pas de données sur données là-dessus. Effectivement, donc je pense que les travailleurs qui font du broyage de rhizome doivent être régulièrement exposés donc, à des poussières de curcuma, donc de curcumine. Et il apparaît que ce sont plutôt des populations indiennes, etc., qui, c'était la base des travaux de recherche sur l'Alzheimer, qui, eux, présentent une espèce de forme de protection par rapport à la maladie d'Alzheimer. Et c'est pour ça qu'on s'est tourné vers les épices. Pour rechercher la cause de cette protection. Voilà. Alors tu évoques un panel d'activités de cette substance active. Je pense qu'on peut à ce niveau-là la définir comme telle, qui fait peut-être penser à des molécules comme l'aspirine, avec un champ d'indications très large, allant de l'infectiologie à la cancérologie, en passant par ses caractéristiques anti-inflammatoires. Et néanmoins, dans les données que tu présentes, on ne voit peu ou pas d'effets secondaires associés. C'est normal ou est-ce que ça te
la juxtaposition de la multiplicité des possibilités d'activité sur des récepteurs associés à peu d'effets secondaires. Comment tu vois les choses? Ok. Effectivement, je pense que la curcumine en tant que telle, au-delà de la controverse sur les effets in vitro, etc., et les perturbations possibles, c'est certain que c'est un composé, à mon sens, qui, s'il était biodisponible, serait très toxique. Puisque c'est vrai qu'un médicament cytotoxique, c'est forcément très dangereux. Donc, c'est comme ça que je vois les choses. Et c'est vrai qu'on n'a pas, à l'heure actuelle, on n'a pas vraiment d'idée de ce que ça pourrait donner si c'était... si on arrivait à résoudre ces problèmes de ces solubilités. Ouais. Alors justement, par rapport à ces dispositifs que tu présentes, hein, de résolution ou de mise à disposition de cette substance active, est-ce que tu as vu des choses dans la littérature qui touchent à des dispositifs implantables qui puissent permettre directement de chanter les problématiques sanguine, etc. Alors effectivement, c'est vrai que pour la curcumine, on retrouve tout un tas d'essais sur des dispositifs moult et variés. Donc je crois qu'on a des implants sous-cutanés, des microbilles comme un peu l'embolisation. Et des implants au niveau cérébral Alors au niveau cérébral, non. Enfin, sans doute, parce qu'il y en a tellement que je n'ai peut-être pas tout épluché. Et les propriétés que tu évoques sur l'Alzheimer, elles sont... Parce que tu as dit à un moment, on pourrait en prendre en préventif. C'est plutôt à visée préventive ou curative? Alors du coup, curatif, c'est compliqué. À mon avis, la maladie d'Alzheimer est très difficile à prévenir, à traiter, pardon, une fois qu'elle est déclarée, toujours. Que ce soit avec des tonnes de curcumine ou pour l'instant avec autre chose. Ouais. Avec toutes les limites qu'on connaît des spécialités sur le marché. Ouais. Disons que l'observation qui a été faite dans ces populations qui consomment beaucoup d'épices, je pense que c'est aussi à cause du fait qu'ils cuisinent déjà avec du curcuma et d'autres épices, des currys, etc., qui sont de base des antioxydants. Donc quelque part, ça va aider les gens qui en consomment à moins absorber de peroxyde lipidique, etc., moins de composés déjà agressifs quoi, pour les intestins, mais enfin, je vois pas vraiment de possibilité de curation, de soigner. Sinon, tu évoques de nombreux composés qui ont été synthétisés au sein du CERM. Dans les modifications d'HLB que vous avez observées, enfin de propriétés du coup hydrophiles que vous avez obtenues, vous allez jusqu'à une solubilisation dans un milieu aqueux. Oui, ça passe. D'accord. Mais c'est du coup pour certains composés que j'ai pas montré là, c'est un peu problématique puisque donc ce qui fait la solubilité de nos composés, c'est effectivement aussi les motifs OH, vous avez vu, les motifs hydroxy et les catéchols sur les composés donc qui ont plus de catéchols que ce que j'ai montré là. Enfin, en tout cas, l'autre côté est aussi décoré pareil. On a une meilleure activité sur bêta, mais c'est tellement hydrophile qu'on n'arrive plus à traverser les barrières... Lipophiles. Voilà, lipophiles. Donc c'est vrai qu'il faut toujours, dans le drug design, observer et trouver un juste milieu dans tout ça. Pour essayer de passer les différentes barrières, un coup de l'hydrophilie, un coup de la lipophilie, tu sais sans perdre d'activité. De quoi ça parle. Mais c'est vrai que du coup, il faut aussi dire que ces tests sont des tests in vitro, sur des modèles de barrières, et c'est vrai qu'en aucun cas on peut, ça reste de la prédiction, du screening de première qualité pour ces composés. Pour voir ce qui va se passer après. Voilà. Et les logs de P que vous avez déterminés, c'est des logs de P expérimentaux, c'est ça? C'est ou des logs de P calculés? Ils sont calculés. Et non, ils sont calculés. Théoriques et expérimentaux. D'accord. Voilà, oui, c'est ça. Tu as évoqué dans les tests de cytotoxicité, si je ne me suis pas trompé, les carcinomes buccaux. Oui. C'est lié aux propriétés de résistance de ces lignées cellulaires ou le choix de ce type de lignée cellulaire? Disons que là, on teste une activité anticancéreuse. On ne teste pas une activité de protection vis-à--vis du cancer. C'est-à-dire qu'on est directement essayé d'aller vers des cellules qui sont résistantes. Ce dont on parlait tout à l'heure. Oui. Voilà, effectivement, donc ces cellules KB. C'était en curatif pour le coup. Voilà, là c'était dans des doses assez importantes. Ouais. D'accord.
En termes de... Alors, je vais plus revenir sur la généralité, parce qu'il y a des internes dans la salle qui sont en train de rédiger leur mémoire de DES, si tout va bien. En termes de structuration de l'approche, tu l'as bien expliqué, tu as posé le contexte, la problématique de recherche. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu comment s'articule l'avancement de la recherche, enfin, à la fois du mémoire et puis de façon générale, comment on appréhende, comment on appréhende la thématique, qu'on élabore la question. On se dirige vers le problème. Voilà, tout à fait. Et comment on essaye de le résoudre, surtout. Oui. C'est ça l'enjeu. Disons que le problème n'est jamais vraiment résolu, ça, il faut le savoir, parce qu'on ouvre perpétuellement de nouvelles portes vers... on se dirait bien, tiens, si je faisais ça, qu'est-ce que ça donnerait ? Et des fois, on se dit, bon, je vais pas aller plus loin de ce côté-là parce que faut pas perdre de temps, parce qu'on a quand même aussi une mission de pouvoir passer un diplôme exactement. On pose une hypothèse et puis voilà, on va essayer... C'est vrai qu'au début, donc, on est dans une hypothèse, en observant, comme je vous l'ai dit, les capacités de la curcumine, et on s'est dit, voilà, qu'est-ce qui fait que la curcumine va pouvoir avoir une action sur telle ou telle cible, et qu'est-ce qui pourrait faire qu'on pourrait concevoir des molécules chimiques qui pourraient se rapprocher de cette structure pour pouvoir avoir une analogie d'activité, quoi. Du coup, on s'est fixé sur ce motif, pyrolésinone, puisqu'on avait au CERN déjà l'expérience de pouvoir les synthétiser. Et là, je ne l'ai pas dit là, mais peut-être que c'est des composés qui étaient aussi à la base capables peut-être de pouvoir inhiber des tyrosine kinases. Donc on s'est dit, si en même temps ça peut avoir une activité sur GSK3, ça peut être pas mal. Puisque c'était la protéine qui était inhibitrice de la protéine tau, de la phosphorylation de la protéine tau, pardon. Donc voilà le concept, et puis après on s'est dit, maintenant il va falloir aller vers la réalité du concept, donc pouvoir vraiment passer à la synthèse de ces composés. Donc il n'y en a que 22, enfin il y en a 22, et il faut savoir qu'il y a de nombreuses étapes après vraiment expérimentales, qui nous ont permis d'optimiser beaucoup d'étapes de synthèse, de pouvoir... c'était parfois un peu compliqué, parfois un peu long, et c'est vraiment là par contre le dur de la recherche, enfin le dur non, mais si on ne fait pas les composés, on ne peut pas les tester et on ne peut pas aller au bout de la thèse. Donc quelque part c'est une étape à ne pas négliger, qui est finalement très passionnante et pour laquelle on donne le plus de soi-même, quoi. Et bon, après, c'est la particularité de la chimie, il faut, comme toutes les recherches, j'imagine, toujours bien savoir d'où on vient, où est-ce qu'on va, et à chaque moment, bien noter pourquoi on en est là, qu'est-ce qui n'a pas marché. Il faut toujours se baser sur quelque chose d'assez certain. Donc c'est-à-dire que si ça n'a pas marché, c'est pas la peine de réessayer pendant des semaines, continuer. Il ne faut pas s'entêter dans une voie qui ne marche pas, quoi. Ouvrir d'autres portes, mais les bonnes. Voilà, il faut continuer jusqu'à ce qu'on ouvre les bonnes portes. Ok, merci pour cette présentation. Je vais me retourner vers la salle, s'il y a des questions dans la salle qu'on peut relayer. Tout ça. Écoute, il me reste à te remercier de cette présentation en espérant avoir éclairci cette discipline, cette filière, et ces choix que tu fais pour ton parcours. Ouais. Et puis, si ça peut susciter des vocations, elles sont les bienvenues. Il faut espérer. C'est vrai que ça nécessite quand même la maîtrise, donc on voit bien quand on est pharmacien, ou en tout cas quand on s'intéresse à la chimie du médicament, il faut quand même maîtriser un certain nombre de paramètres que les études pharmaceutiques nous permettent d'appréhender dans leur ensemble, donc la biodisponibilité, les tests in vitro, même après aller jusqu'à l'in vivo, la galénique, c'est... Je pense qu'on a effectivement eu un panel assez important ce soir, il faut savoir, des différentes disciplines de la pharmacie et de leur intérêt au profit du patient et l'articulation effectivement entre ces thématiques de recherche et puis le monde hospitalier en rapport avec la clinique médicale. Bon, merci. Pas de questions. Encore merci à toi. Merci beaucoup.